Bonjour à tous. Dans les titres de ce 6 février 2026, le dossier de la rédaction L'âme du grand journal qui fait la part belle à la jeunesse camerounaise qui célèbre son 60e au Cameroun. Réflexions, analyses et commentaires permettent de mieux comprendre l'une des actualités majeures de la semaine. Les jeunes de tous bords s'expriment sur le contexte, leurs attentes, leurs challenges et défis au quotidien. En ce septennat réservé aux priorités aux jeunes, en posture d'invité, un jeune modèle de résilience, à peine 18 ans, Nzaling Chessy fait cas école d'une jeunesse qui entreprend. C'est à suivre. Avant d'arriver au dossier de la rédaction du Grand Journal, l'actualité du jour avec l'apothéose ce vendredi de la semaine du bilinguisme. Le point sur le déroulement de la 15e conférence annuelle des responsables des institutions africaines des droits de l'homme, mais aussi et surtout le fait de société à Bafia. Un camionneur réussit à neutraliser un coupeur de route et s'empare de sa machette. Davantage de détails à suivre en tout début du journal. Pour le reste, la chronique culturelle du vendredi s'intéresse au choix de musique pendant les kermesses scolaires. Les rigolades d'Nkwe ont une forte odeur de Saint-Valentin car la passion se transforme en concours de dépenses. La note de frais peut être salée. L'international oblige à faire un détour par le Rwanda où le président Paul Kagame rejette en bloc les accusations et menaces de sanctions portées contre son pays au sujet des perturbations chez le voisin le Congo. Dans les sports, c'est l'agenda du week-end en football dames avec le lancement de la Super League. On parlera également de futsal avec Eric Christian Kwam. Voilà pour le sommaire, les détails, tous les détails, dans un instant très court. Bienvenue. Bafia, un des coupeurs de route qui sème la terreur dans la ville depuis plusieurs mois, vient d'être neutralisé par un chauffeur de camion et son convoyeur. La vidéo devenue virale sur la toile présente un jeune homme de moins de 30 ans, ligoté, poings et pieds et allongé à même le sol, avec du sang sur quelques parties de son corps. La scène se passe au petit matin de jeudi. Voici le témoignage du chauffeur de camion, une sélection de Annie-Lisette Ambassa. Ce matin, c'est 3 heures. J'arrive à Bafia. Soumet me menace. Je dis qu'il faut que je gagne un peu pour me reposer. J'ai même pas fait 2 minutes. C'est comme ça que le type que vous voyez là entre directement dans la cabine avec sa machette. Couchez-vous. Sortez l'argent vous donnez. J'avais 500 là et prends le donne. Tu vas pas me dire que tu conduis un camion comme ça là, tu n'as pas l'argent. Il fouille le camion, il saccage la cabine partout. Il prend le sac de mon gars. Il l'ouvre, il fouille, il ne voit rien. Il prend ma part, il fouille. L'argent que j'avais dans le sac, c'est ça que le gars retire donc maintenant. Il dit, je vais vous montrer donc maintenant quand vous me mettez au travail. Je vous demande l'argent, vous voulez d'abord que je travaille, vous allez voir, voilà ça que j'ai retiré, non. Le temps qu'il fouille encore dans l'autre côté du sac pour voir s'il y a encore plus. Il a fait l'erreur, il a déposé sa machette pour bien fouiller le sac. Moi, je n'ai pas de le rebond, hein. J'ai bondi seulement sur lui. Il voulait lever la machette, j'ai piétiné ça. Tout ça, ça se passe dans la cabine, dans le camion. Les portières fermées, que c'est lui-même qui a fermé les portières quand il est entré. Oh, ça a commencé à chauffer, c'est comme ça que mon gars a aussi sauté directement sur son cou. C'est quelqu'un qui est venu dans l'autre camion, nous a fait. Il a plié le cou là-bas, jusqu'à finalement, il a lâché la machette. En éducation, l'édition 2026 de la Semaine nationale du bilinguisme s'achève ce jour. L'objectif vise à promouvoir l'utilisation des langues officielles et deux au Cameroun et à encourager la cohésion sociale et l'unité nationale. Sur la pratique et comment prendre et faire que cela devienne une réalité au quotidien, Jean-Claude Ngué, chef d'ex de jeunesse et d'éducation. D'abord, il faut noter que le bilinguisme définit la coexistence et l'usage régulier de 2 langues au sein d'une même communauté ou par un même individu, ce qui inclut, selon Daniel Soko, pédagogue et proviseur hors échelle, des aspects socio-fonctionnels et de contact de la langue. D'une manière générale, c'est la capacité d'un individu d'user couramment de 2 langues et d'alterner entre elles selon les besoins. Pour le pédagogue Daniel Soko, le bilinguisme reste une réalité au Cameroun sur le plan institutionnel, car la Constitution de 1961 reconnaît 2 langues officielles, le français et l'anglais. Combien de gens vont dans les centres linguistiques, les lycées et les établissements bilingues qui existent pour la plupart n'ont de bilinguisme que comme appât pour flatter les parents qui sont à la recherche véritablement du bilinguisme. Les lycées d'État qui sont bilingues que parce qu'il y a un système anglophone et un autre système francophone.
Le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues, a-t-on souvent coutume de dire. Et pour inverser cette tendance, il faut véritablement que les apprentissages soient mixés français-anglais pour permettre à tout le monde d'être véritablement bilingue jusqu'à l'université. Car la juxtaposition de deux établissements, si nous voulons que le bilinguisme soit pas une réalité, il faut vraiment que les contenus des enseignements puissent aussi refléter notre volonté réelle d'être bilingue. La semaine nationale du bilinguisme qui s'achève ce vendredi est rythmée par des activités sportives, culturelles, des ateliers et conférences, des concours linguistiques, entre autres. Jean-Claude Ngué, chef d'ex-jeunesse et éducation. James Mwangi Kobila est le nouveau président du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme. Le président de la commission des droits de l'homme du Cameroun vient d'être élu au cours de l'assemblée générale du dit réseau. En conclave de 2 jours à Yaoundé dans le cadre de sa 15e conférence biennale. Les travaux ouverts hier en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, s'achèvent ce vendredi. Jean-Marie Anaba. Dans son discours d'investiture en qualité de nouveau président du réseau des institutions nationales des droits de l'homme, le président de la commission des droits de l'homme du Cameroun, le professeur James Mwangi Kobila, insiste sur la nécessité de placer les peuples au cœur du système africain des droits de l'homme en renforçant les approches participatives et en favorisant un dialogue inclusif entre ces institutions nationales des droits de l'homme, les autorités publiques et les titulaires de droits. Portée symbolique même et pratique de cette 15e conférence biennale, rappelée par Amina Bouayak, présidente de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. C'est un moment de renouvellement de nos idées, de renouvellement de notre engagement continental, surtout dans un contexte régional, international, caractérisé par des crises, y compris des crises multilatérales. Mais un moment aussi de travail, un moment d'interconnexion entre le gouvernement de Cameroun et les INDH, représentants de tous les pays de l'Afrique. Les chantiers qui attendent le nouveau bureau de ces réseaux sont grands et la charge est lourde, rappelle Idrissa Sow, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était aussi pour nous une occasion pour venir magnifier en fait l'œuvre et le travail qui a été accompli par le bureau sortant et féliciter le nouveau président entrant. Nous avons saisi cette occasion pour établir avec lui des canaux de coopération parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque. Donc c'était pour nous l'occasion de venir établir le dialogue avec le président ici présent. La tenue de cette 15e conférence biennale à Yaoundé consolide donc la position du Cameroun comme acteur engagé dans le paysage des droits humains en Afrique. L'éditorialiste Jean-Marie Anava est chef d'ex-politique. Dans la vie des partis politiques, justement, Social Democratic Front, les membres du comité exécutif national se concertent demain au siège régional du parti au quartier Olezoa à Yaoundé. La réunion qui débutera à 10h sera élargie aux maires, députés et sénateurs et présidée par le président national, l'honorable Joshua Oshi. Cette session du NEC revêt une importance particulière puisqu'elle est la toute première rencontre après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et la première pour l'année politique 2026. Sur les enjeux de ces travaux, écoutons le secrétaire national à la communication du SDF, Henri Guédiam ATB, au micro de Jean-Marie Anaba. L'agenda n'est pas connu, mais on peut déjà spéculer qu'on va évidemment évaluer, n'est-ce pas, notre implication lors des élections du 12 octobre 2025. On va essayer de faire une évaluation de ce que nous avons fait pendant cette élection. Et autre chose, vous savez bien que ça c'est aussi une année d'élection. Peut-être on va parler, n'est-ce pas, des élections législatives et municipales qui va se tenir cette année 2026. Autre chose, on ne sait jamais, les gens peuvent faire des propositions. Donc, c'est une évaluation générale. Et la vie du parti, la vie du pays, et avec, n'est-ce pas, les problèmes à l'international, on va tout évaluer. C'est ça l'importance. Le Grand Journal. Les rigolades d'un coué. Le 14 février approche et avec lui la fameuse pression amoureuse made in Cameroun. Entre les portefeuilles qui tremblent, les roses qui fanent avant même d'être offertes et les réseaux sociaux qui deviennent tribunaux sentimentaux, l'amour se transforme en véritable concours de dépenses. Dans un tel contexte, le romantisme peut vite tourner à la comédie. Les rigolades d'un coué, Modeste Bontenkoué, chef d'ex international et chroniqueur
sociopolitique à Royal FM. Chez nous, quand le 14 février approche, les hommes maigrissent sans faire de régime. Les yeux deviennent rouges, les poches commencent à tousser et le téléphone commence à vibrer bizarrement. Cling, cling, tu sais que la Saint-Valentin arrive, Nobé. Ou bien on te met une petite pression en statut là. Celles qui savent qu'elles n'auront pas de cadeau de Saint-Valentin ajoutent leur toffe. Maman, ça devient donc un collège inactif, papa. Et comme si c'était une panne d'électricité. Et c'est là que tu comprends que le 14 février est une évaluation sentimentale. Tu donnes, ça veut dire que tu aimes. Tu ne donnes pas, tu es suspect. Tu donnes un peu, tu es chiche. Tu donnes beaucoup, tu as intérêt à assumer jusqu'à la suite. Parce que, et il faut le savoir, le plus fort, c'est que c'est souvent à sens unique. Il y a ceux qui offrent et ceux qui attendent assis, bras croisés, cœur ouvert et mains vides. Il y en a même qui disent, moi je n'aime pas les cadeaux, mais qui connaissent exactement l'heure à laquelle les boutiques ferment et qui attendent sans demander. D'autres disent que l'amour ne se résume pas à l'argent, mais disparaissent mystérieusement quand il n'a rien à mesurer. Sur les réseaux sociaux, alors c'est la folie. Le 14 février, Facebook devient donc un tribunal amoureux. Chacun expose son cadeau comme une pièce à conviction. Regardez-moi, on m'aime, moi on m'aime mieux que toi. Moi on m'aime avec facture à l'appui. Et qui est l'amour devient quantifiable, et surtout en France CFA. Même le chocolat est photographié sous divers angles avec éclairage professionnel à l'appui pendant que celui qui n'a rien reçu médite sur le sens profond de sa vie. Il se demande même s'il est un enfant de Dieu. Et parlons des pauvres garçons alors. Les gars qui n'ont rien, ceux qui veulent bien aimer mais dont le compte bancaire ou les poches pratiquent le jeûne à sec. Eux aussi, ils aiment, mais leur amour n'a pas encore trouvé de sponsor. Et parfois, on leur rappelle, quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas les femmes, on cherche le travail. Mais non, au Cameroun, dont le 14 février ne pardonne pas la pauvreté sentimentale. Soit tu prouves, soit tu expliques, soit tu disparais du réseau jusqu'au 16 février. Et pourtant, le plus grand mensonge du 14 février, c'est de faire croire que l'amour s'arrête à un jour. Après le 14, il y a le 15. Et le 15, on mange quoi? Le 16, on paye quoi? Parce que les roses fanent vite, mais les problèmes, eux, ils restent bien au frais. Donc, si vous voulez célébrer, oui, mais faites-le sans chantage affectif, sans compétition inutile. Mais transformer l'amour en concours de dépenses, ça, c'est le réel problème. Parce que si ton amour vit seulement le 14 février, maman, ce n'est pas une relation, ou papa, ce n'est pas du tout une relation. C'est un amour saisonnier. La page internationale. Et c'est en compagnie de l'éditorialiste sociopolitique Bertrand Ona. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Foucault. Sanction américaine, le président rwandais répond. Paul Kagame a répondu aux menaces de sanctions internationales contre son pays lors du dialogue national qui s'est tenu hier. Un forum qui a réuni des membres du gouvernement, organisations de la société civile et citoyens pour un débat dédié et un débat d'idées et des questions avec donc des responsables politiques du Rwanda. À l'ouverture de la cérémonie, le président rwandais, dans son adresse à la nation, est revenu longuement sur le conflit qui oppose son pays avec la RDC voisine, rejetant des accusations d'accaparement des minerais congolais par Kigali et dénonçant au passage la présence d'anciens génocidaires en République démocratique du Congo. Élection présidentielle au Congo-Brazzaville, le président actuel est candidat. Oui, Denis Sassou Nguesso l'a annoncé justement sa candidature. C'était hier donc du côté de Bambou Bigali, près de 60 km au nord de Brazzaville, la capitale. Il est donc âgé de 82 ans. Le président sortant sera candidat à sa propre succession lors du scrutin qui est prévu le 15 mars prochain. Présidentiel dont la clôture des dépôts des candidatures interviendra donc le 12 février prochain. Le Grand Journal. Le Proche et le Moyen-Orient. L'on se dirige vers un apaisement entre l'Iran et les États-Unis. En effet, les États-Unis et l'Iran entament des négociations à Oman aujourd'hui dans un contexte géopolitique tendu, piloté par l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Ces négociations sont les premières depuis les frappes sur les sites nucléaires iraniens menées en juin 2025 par les États-Unis lors de la guerre des 12 jours déclenchée par une attaque israélienne contre l'Iran. Ces négociations de paix interviennent aussi après la répression par le pouvoir iranien du mouvement de contestation de début janvier qui a fait des milliers de morts. Et pendant que le Téhéran veut limiter les négociations strictement à son programme nucléaire, Washington laisse pour sa part planer la menace militaire en cas d'échec.
La page sportive. Prenez place dans les gradins. L'éditorialiste et chef d'Ex-Sport dirige le match. Eric Kwam, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Foucault. Football féminin, la Super League débute dimanche. Avec pour match d'ouverture au stade annexe 1 de l'Omnisport, l'équipe FC détenteur du trophée sera face à Authentique FC de l'Eddy de Douala. Pour la suite au stade de Japoma, demain 13h, Cyclone Vision Football Filles, 15h, ASD Bamba joue contre Itambon. Au stade du Sénagès de Garoua, Agaï jouera contre Amazon. La suite de cette première journée lundi au centre technique de la FECA Foot à Odia. À 13h, Éclair du Sahara jouera contre Jazzport et à 15h, FC Bolova sera opposé à Louvre Minprof, un lancement qui connaît des innovations cette année, comme le confirme ici Sidonie Taniel, secrétaire général à la Ligue de football féminin du Cameroun. En ce qui concerne les innovations de la saison 6 de la Guinness Super League, il y en a actuellement. La Fédération camerounaise de football est sur le terrain et nous avons un nouveau partenaire et nous préparons une saison sportive des plus alléchantes, un peu plus palpitante que la saison 5. L'autre innovation, c'est que nous avons désormais une équipe à Kawa, plus précisément à Pitoa. Alors ça, c'est une vraie innovation. Les équipes étaient habituées à jouer entre Douala et Yaoundé et dans la moindre mesure Bamenda. Maintenant, on ira à Garoua. Mondial de football féminin U20, le Cameroun est dans l'arène demain. Ce sera 17h au stade Olembe et face au Botswana pour la phase aller du troisième tour éliminatoire du Mondial Pologne 2026. Les pouliches de Hassan Bala ont une séance d'entraînement cet après-midi pour la reconnaissance du stade. Le coach et la capitaine seront face à la presse pour donner les dernières nouvelles de la tanière et surtout l'état d'esprit des joueuses qui iront sur la pelouse sans véritable compétition dans les jambes. Écoutons quelques entraîneurs dans ce reportage de Olivier Ndemaepo. Le Cameroun va prendre part au troisième et dernier tour éliminatoire pour la Coupe du monde de football féminin U20 de 2026. Sur place au pays, peu d'entraîneurs ont une idée précise du jeu botswanais. Gabriel Zabo en l'occurrence. La seule information que j'avais, l'équipe première du Botswana, il y a cela peut-être 2 ou 3 ans, mais le reste là, je n'en ai vraiment pas. Les équipes généralement, on n'a pas trop de repères. Peut-être les entraîneurs, ils ont eu le support du match passé. Pour le commun des mortels, n'est-ce pas, je ne pense pas qu'on va regarder le match des juniors filles, c'est très compliqué. Bernadette Anon, ancien sélectionneur adjoint des Lions Indomptables A, nage dans l'incertitude. Une prise de compétition, nous on n'en fait pratiquement pas, cela se fait chaque année. Nous n'avons vraiment pas une idée particulière sur leur façon de jouer, mais on se dit qu'elles joueront aussi comme les autres pays, la Tanzanie, l'Angola, tous ces pays qui participent à ces compétitions. Ceci n'empêche pas la technicienne d'avoir des certitudes cependant. Le Cameroun a un avantage déjà psychologique et même un avantage sur le plan par rapport à leur dernière compétition, à l'image qu'elles ont présentée au monde entier. Je suis confiant de connaître quand même le calibre que nous avons, l'entraînement qu'elles reçoivent, malgré le manque de compétition, elles ont un mot à dire. Gabriel Zabo croit savoir comment jouer le match aller ici au Cameroun. Il faudra leur signifier que chaque étape est plus importante, chaque étape est plus difficile. Donc les adversaires qui arrivent sont plus difficiles que les adversaires qu'on a gagnés. Il faudra les maintenir éveillés, les maintenir concentrés. Et surtout en matière de filles, il ne faut pas leur laisser l'espace de concentration. Sinon c'est vite arrivé et on confond vite la compétition et les entraînements. Il faut être très très sévère avec elles. Ici, référence est faite à la victoire 18-0 en aller-retour au deuxième tour éliminatoire face au Niger. Il faut donc tout oublier. Futsal, pas de découragement, le Cameroun toujours dans la course pour le ticket de la CAN au Maroc. Malgré la défaite cuisante de 0 but contre 12 concédée au Papousie la semaine dernière devant l'Angola lors de la phase aller du second et dernier tour éliminatoire de cette compétition, le Cameroun a pris conscience de l'enjeu, même si la phase retour annoncée pour ce dimanche à Luanda paraît difficile. Confirmation avec le coach camerounais de futsal, lui René Epé. Entrevoir le match retour, c'est s'améliorer tout simplement. C'était un résultat difficile face à une équipe extrêmement développée par rapport à la nôtre, cultivée et forte, enthousiaste aussi. Enfin, Fédération camerounaise de cricket, la saison s'ouvre demain. Et ce sera du côté de Douala lors des journées portes ouvertes de l'ONIS et dans le cadre de la Japoma Diamond Days que la FECA Cricket a décidé d'ouvrir sa saison sportive pour la vulgarisation de cette discipline. Victor Agbossou est le président de cette fédération. Nous, on a choisi de lancer le cricket à Douala
cette année, puisque ça fait partie de notre programme de vulgarisation, ça fait partie de un projet de notre plan d'action 2026. L'année passée, donc 2025, on était de côté de Douala et Limbe, et voilà l'année-ci, nous sommes en train de rentrer pour lancer l'année 2026 de cricket à Douala. Le grand journal de vendredi sur Royal FM se referme. Le journal a été préparé par l'ensemble des équipes rédactionnelles de Royal FM, mise en nom de Romuald Lekoumen, ainsi que Ulrich Kemwe qui a d'ailleurs cédé sa place. Radio-Vision, Brian Bida, prolongement numérique, Boris Tedokmo, réalisation Raïssa Moko, édition en chef, Florent Goyam, coordination éditoriale, Ebel Bela Samari, coordination centrale, Roger Kiek, supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. Mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive, merci.